Nous allons donc reprendre cette session. Merci à vous d'avoir été rapide et concis certainement en commission. Donc là, on se donne 3 quarts d'heure. Donc nous allons commencer par le rapport A1, la présentation du rapport de la mission d'information et d'évaluation au sujet de la protection de l'enfance. Florence, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot avant de commencer. Je crois que c'est Nelly Dury qui est la rapporteure de cette mission. Florence. Oui, Marc, écoute, je veux bien dire 2 mots avant de commencer. D'abord, pour remercier, alors ça a été fait, mais je pense que c'est important de le dire en préambule de la présentation de ce rapport, de remercier à la fois l'ensemble des membres de la mission pour le travail de qualité que l'on a fait, parce que je pense que les échanges ont été très constructifs, sereins, et y compris les visites. Et remercier aussi tous ceux qui nous ont accueillis dans les structures, parce que ça nous a aussi permis de voir qu'il y avait des structures qui étaient plus ou moins adaptées, et peut-être aussi nous permettre des changements, des adaptations de l'avenir en fonction des structures que l'on construira ou qu'on sera amené à développer. Et puis, bien sûr, remercier l'ensemble du personnel et des agents qui ont travaillé à cette mission. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais très franchement, que ce soit M. Dumay, M. Guérino, M. Guyon, Mme Gonzalez, ont été vraiment des personnes ressources très importantes pour nous et ces travaux. Et je souhaite vraiment les remercier aujourd'hui parce qu'ils ont fait un énorme travail. Donc, merci à eux. Et puis, un petit signe particulier quand même à la jeune fille qui est venue témoigner à la mission. Son témoignage a été à la fois serein, apaisé, mais a été d'une grande humilité et franchise avec nous. Et franchement, ce témoignage nous a tous beaucoup touchés. Et en tous les cas, je pense qu'il nous permettra aussi de construire des choses importantes pour les enfants qui sortent de l'ASE dans ce département. Et en tous les cas, un grand merci à elle aussi. Et maintenant, je laisse la parole à Nelly. Je réinterviendrai peut-être tout à l'heure. Et merci aussi à Nelly pour son travail de rapporteur qu'elle a fait avec beaucoup d'engagement. Merci à elle. Bien, merci. Donc Nelly Dury, je vous laisse la parole, chers collègues. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, le présent rapport traite les informations, observations et évaluations opérées par la Commission, créée par délibération de votre Assemblée du 27 janvier 2022, ayant pour objet la protection de l'enfance. Ce sujet ambitieux impose l'humilité, puisqu'il traite de méthodes appliquées à l'humain, la vie des enfants soumis à l'autorité qui est celle de leurs parents, et nécessite toutefois un suivi et des mesures imposées, ainsi que leur mise en œuvre. Le département du Loiret s'est fortement mobilisé depuis plusieurs années sur cette thématique. Il convient ici de souligner l'amélioration significative de la prise en charge des mineurs non accompagnés, tout comme la création de nouvelles unités au sein de la maison départementale de l'enfance. 3 unités, soit 18 places, créées depuis 2020. En outre, le département s'est engagé dès 2021 dans une démarche de contractualisation avec l'État dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, dite stratégie TAQUET. Ce sont aujourd'hui 39 fiches actions concrètes qui ont notamment pour objectif d'agir le plus précocement possible et de sécuriser les parcours des enfants protégés. La période d'étude s'étend de la naissance à l'accès à l'autonomie. Elle ne s'est pas attachée à la période prénatale. Elle engage dès lors à examiner, dans le cadre du projet pour l'enfant établi par le président du conseil départemental, les conditions de prise en charge, la protection résultant d'inquiétudes devant être dépistées et évaluées, engageant ou non une prise en charge, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait faire l'objet d'une prévention. Cette étude comprend le contrôle de cette protection, objet d'un rapport de la Chambre régionale des comptes en 2020. Enfin, elle entend traiter des conditions et modalités de prise en charge et de celles de sortie
de l'aide sociale à l'enfance. Ce rapport dégage des souhaits législatifs et, pour ce qui nous concerne, des recommandations programmatiques et organisationnelles. Il est établi dans l'optique du pilotage de la protection de l'enfance dans notre département et des travaux de l'ODPE, Observatoire départemental de la protection de l'enfance, lien privilégié de concertation et de coordination de tous les acteurs de la protection de l'enfance du Loiret, et pour cela, participer à l'information des partenaires et de ceux qui le sont par nature, les Loiretains, dont la connaissance des conditions et des moyens de protection de l'enfance est un impératif pour le bon déroulement de cette mission. La Commission a entendu des agents départementaux, cadres, assistants familiaux, représentants syndicaux, des partenaires institutionnels, procureurs de la République, substituts, juges des enfants, avocats, directrices de la protection judiciaire de la jeunesse, unité d'accueil pédiatrique enfance en danger, le PSM d'Aumezon et direction enfance-famille, des partenaires associatifs, l'UDAF, l'EDAFI, ainsi qu'une majeure, ancienne mineure, qui s'est confiée sur son expérience. Tout d'abord, le rapport examine le parcours de l'enfant, sujet à protection engagé dans la triple optique médicale, éducative et sociale, ainsi que des actions coordonnées d'aide à la parentalité de différents partenaires, comprenant leur identification, leur information et leur coordination par l'instauration de protocoles et d'outils de communication, comprenant les évaluations de l'environnement, la recherche de son adhésion et de ses possibilités matérielles, ainsi que de définir les conditions de mise en œuvre et des modalités d'intervention, y compris lors d'urgence et de protection immédiate éventuelle en cas de l'enfant victime de son environnement. Cette mise en œuvre comprend l'accueil et l'accompagnement du mineur, ainsi que le début du travail de la relation parent-enfant et éventuellement la prise en compte de la gestion du budget familial et des mesures d'aide à celle-ci. En effet, l'augmentation du nombre de mineurs confiés, qui connaît une augmentation de l'ordre de 20% en 5 ans, impose la coordination des organes d'intervention dans les champs médicaux, sociaux, scolaires et judiciaires. Outre la connaissance et la participation du milieu d'origine, il s'avère important de rechercher et mettre en valeur les métiers du social, formation, recherche de débouchés, bourses, modalités d'emploi des assistants familiaux. Une attention collective particulière doit notamment être apportée au recrutement de professionnels dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. De même, la charge de travail des juges pour enfants doit être mise en lumière, ainsi que d'assurer à ces derniers une assistance lors de leur comparution pénale. L'interpellation de l'Éducation nationale sur la scolarisation des enfants confiés constitue enfin un impératif. La Commission regrette sur ce dernier point n'avoir pu, malgré ses demandes, rencontrer un représentant de l'Éducation nationale. Outre ces auditions, elle a visité 3 structures habilitées à l'accueil des enfants confiés, villages d'enfants, maisons de l'enfance, lieux de vie, ainsi qu'un site d'hébergement dédié à la mise à l'abri de mineurs non accompagnés. La Commission a enfin fait des propositions relatives aux différents points examinés. Nécessité de protection, conditions d'intervention, moyens mis en œuvre, développement de ceux-ci, en prévoyant en outre la suivi de ces propositions par la Commission A, Enfance, Éducation et Jeunesse. Merci de me laisser un dernier instant pour remercier notre présidente, Madame Florence Galzin, de sa vigilante attention à l'organisation et à la tenue du travail. Je remercierai également les agents départementaux pour leur disponibilité, leur engagement et leur efficacité, et enfin les membres de la Commission pour leur participation, leurs exigences et leur approbation unanime pour la validation de ce rapport. Le détail de celui-ci se déroule sur 800 pages avec ses annexes. Il est à votre disposition et je pense qu'il fera l'objet de votre lecture point par point.
Voilà, effectivement, c'est un rapport, vous avez dans vos rapports de commission, vous avez le détail, mais je le dis, je le répète, il n'y a pas les 800 pages, évidemment, qui vous sont proposées, mais voilà, toutes les recommandations, en tout cas, elles figurent dans ce rapport de 69 pages. Voilà, effectivement, comme vous, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de contact avec l'éducation nationale, parce que c'est quand même un partenaire indispensable. C'est à l'éducation nationale que nous confions nos enfants, et donc, je suis un peu étonné, mais bon, je pense qu'il faudra en reparler régulièrement. Bien, je vous laisse la parole, évidemment, pour ce rapport qui est présenté pour information. Hélène, oui, Hélène Lorme. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, en premier lieu, nous tenons à remercier les élus membres de la mission pour leur disponibilité et leur travail. L'ensemble des services départementaux qui ont beaucoup œuvré pour rendre cette mission efficace et effective, ainsi que toutes les personnes auditionnées qui se sont rendues disponibles et qui ont, par leur témoignage, enrichi la mission. Du côté des 3 élus d'opposition, membres de la mission, conformément aux souhaits des 12 élus socialistes et républicains, OSELV et PCF L'Humain d'abord, qui sont à l'origine de la création de cette mission, l'objectif n'était pas de remettre en cause le travail du personnel œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance. Nous avons d'ailleurs vu et lu dans les comptes rendus des auditions le dévouement et l'immense travail accompli par nos agents, ainsi que tous les professionnels du secteur. Notre volonté en tant qu'élus est de jouer notre rôle d'évaluateur des politiques publiques, de mesurer la situation de la protection de l'enfance dans le département, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de voir où sont les manques. En clair, de partir du constat pour mesurer si les solutions actuellement mises en œuvre ou qui ont été annoncées sont efficaces et suffisantes. Et si certaines ne le sont pas, être force de proposition pour améliorer la situation des jeunes et des familles dans notre département. Car tel était bien là notre fil conducteur, les droits des enfants. De ce travail ressort un rapport riche en constats d'abord. Tout n'est pas parfait dans notre département, mais la prise de conscience de l'exécutif départemental est là, en témoignent les campagnes de recrutement ou encore l'annonce des places d'hébergement supplémentaires. Et désormais, le rapport de cette mission. Cela doit mettre fin à un manque d'engagement, y compris financier, du département à un moment où la protection de l'enfance n'était plus une priorité. En témoigne ces dernières années la suppression de places qui ont fini par conduire à des sureffectifs, avec par exemple des jeunes de la maison de l'enfance dormant dans les couloirs, la suppression des contrats jeunes majeurs laissant à l'abandon des enfants à leur majorité, des grèves des professionnels du secteur, des professionnels éreintés avec l'impression de ne plus être à la hauteur pour les jeunes et des professionnels en sous-effectif en raison des difficultés de recrutement. Et je pourrais même citer l'arrêt de la prévention spécialisée que nous avions dénoncé à l'époque. Et tout cela avec des conséquences sur les jeunes de l'ASE et sur l'accompagnement que nous leur devons. En témoigne par exemple le nombre de projets personnalisés de l'enfant, outil central de la protection de l'enfance qui vise à accompagner l'enfant tout au long de son parcours, qui ne sont pas mis en place ou qui manquent de suivi. Il est temps d'agir. Et comme je l'ai déjà indiqué, nous nous satisfaisons de voir que depuis quelques années, les choses bougent dans le bon sens. Mais ce n'est pas suffisant et il y a encore beaucoup à faire. Et c'est bien là l'intérêt de cette mission et de ses conclusions. J'ai évoqué un rapport final de la mission riche en constats. Il est aussi riche en recommandations. Je souhaiterais mettre en avant quelques-unes d'entre elles. L'un des constats, c'est que la situation serait déjà différente si plus de postes étaient ouverts et si tous les postes ouverts étaient pourvus, que ce soit au sein de la MDE, dans les autres types d'hébergements ou chez les assistants familiaux. L'une des explications des difficultés du secteur, c'est le manque de personnel et les difficultés de recrutement. Cette mission liste un certain nombre de mesures qui devront être mises en place au niveau des conventions, au niveau des services complémentaires pour les agents, au niveau salarial, au niveau de l'apprentissage. Il est nécessaire de tout mettre en place pour rendre plus attractifs les métiers du social. Car si nous ne résolvons pas cette problématique de recrutement, toutes les belles annonces, notamment sur la création des places d'hébergement, n'aboutiront pas.
N'aboutiront pas également tous les efforts consentis par l'ASE et le département auprès des mineurs si la sortie du dispositif n'est pas suffisamment anticipée et s'il n'y a pas d'accompagnement à leur sortie du dispositif quand ils deviennent majeurs. Trop souvent, la majorité n'est pas suffisamment anticipée. Trop souvent, la rupture entre minorité et majorité est trop brutale. Trop souvent, des jeunes ne s'en sortent pas à leur majorité, ce qui ruine tout ce qui a été entrepris pendant plusieurs années. Alors oui, l'État a une immense responsabilité, mais on ne peut exonérer celle du département. Le pari, nouveau dispositif existe et est globalement une réussite. Nous nous félicitons de voir que le rapport préconise dans sa recommandation 43 de positionner le pari en tant que dispositif d'accompagnement universel à l'autonomie pour éviter les sorties sèches subies. Nous saurons vous rappeler le moment venu si cela était nécessaire, cette recommandation. L'ensemble des propositions mentionnées dans le rapport devront être reprises, se concrétiser et ainsi avoir une traduction budgétaire le plus rapidement possible. Il serait terrible d'avoir fait tout ce travail pour rien. Ce serait un très mauvais signal envoyé à tous les acteurs de la protection de l'enfance qui, on l'a entendu, en audition notamment, voient d'un très bon œil les élus prendre à bras-le-corps leurs difficultés, les écouter en menant des auditions, se rendre sur place pour des visites. Mais ils attendent que cela débouche sur des avancées qui, je le rappelle, doivent permettre de mieux respecter les droits des enfants. Le rapport de la mission n'est qu'une première étape. Ce sont des mots sur du papier. Vient désormais celle de la concrétisation, celle des actes. La commission enfance, comme l'indique l'apostille 51, devra s'occuper du suivi des recommandations. Ce rapport doit être considéré comme un document cadre de la politique de la protection de l'enfance dans le Loiret, un guide auquel nous devons en permanence nous référer. Vous pouvez compter sur nous, comme nous l'avons fait au cours de cette mission, pour être constructifs et continuer à travailler pour que nous soyons à la hauteur de notre mission, garantir les besoins fondamentaux des enfants de l'ASE. Je vous remercie. Bien, merci. En termes de traduction budgétaire, je pense qu'il faudrait regarder de plus près dans nos comptes administratifs, mais je crois me souvenir que c'est le budget qui a le plus progressé, le budget protection de l'enfance, qui a le plus progressé ces 2 ou 3 dernières années. Je me demande si on n'est pas autour de plus de 30%. Je pourrais faire vérifier, ou Florence si elle a le chiffre, mais j'ai en mémoire qu'on passe d'une trentaine de millions d'euros à plus de 40 millions d'euros. Donc sur cette politique-là en 2 ou 3 ans. Donc les moyens financiers, on a toujours répondu présent. Sur la maison de l'enfance, effectivement, il y a régulièrement une saturation et on a constamment augmenté le nombre de places en réalisant des travaux importants d'aménagement. Hier, nous avons posé la première pierre de l'extension de la maison de l'enfance d'Amilly sur le Montargois, comme je l'ai dit. Elle est nécessaire, cette maison de l'enfance dans le Montargois, pour ne pas ajouter un autre traumatisme. Et on aura un beau bâtiment. Nous étions un certain nombre hier à poser cette première pierre. Donc voilà. Mais force est de constater que l'augmentation du nombre d'enfants confiés est quasi exponentielle. Aujourd'hui, on n'en voit pas le bout. Et alors, c'est pour ça que, quand je l'ai dit hier, je l'ai rappelé, la prévention doit être aussi un outil important pour travailler tant auprès des familles qu'auprès de notre jeunesse qui vont être des futurs parents. Nos jeunes d'aujourd'hui qui ont 10, 12 ans, 15 ans, dans 10 ans, ils seront peut-être parents. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire et nous ne négligeons pas ce travail. Donc, vous l'avez dit. Alors, après, il ne faut pas toujours regarder dans le rétroviseur. C'est vrai qu'à une époque, il y a eu des choix qui ont été faits, qui sont aujourd'hui différents. Et donc, la prévention spécialisée revient. On l'a remis en place. Maintenant, il faut que les projets arrivent et ils sortent du territoire. Voilà, toutes ces démarches, elles sont engagées. Et c'est vrai que la mission, ça sera, je dirais, quelque part un cahier, un guide aussi, ces recommandations. Et je pense que le suivi sera réalisé. Peut-être que tous les ans, je l'espère en tout cas tous les ans, qu'il y ait une évaluation aussi par rapport aux travaux de cette mission. Les recrutements, ça c'est catastrophique. Les recrutements, mais c'est pas que pour la collectivité, la difficulté à recruter, et puis pas que dans le secteur social. Dans le secteur social, c'est vrai que c'est prégnant parce que là, on le voit et on voit des équipes qui s'épuisent, sauf que nous, les postes sont bien affichés. Mais les établissements médico-sociaux, pareil, n'arrivent pas à recruter, que ce soit des grosses associations aussi, comme l'AIDAFI ou d'autres. Ils ont des soucis de recrutement. Et quand on leur dit,
Nous, on va développer, on voudrait justement travailler sur l'extension de nos capacités à plus de 150 places. Et ben, on a vraiment beaucoup de mal. Donc, il faut qu'on trouve à chaque fois, qu'on trouve des arbitrages, qu'on trouve des solutions, comme l'une qu'on a passée ce matin en commission permanente, avec une petite structure de maisonnées de 6 places. Voilà, c'est un travail vraiment de longue haleine. Et rendre attractifs les métiers, ben oui... Peut-être la rémunération, il n'y a peut-être pas que ça aussi. C'est peut-être tout un ensemble. Quand on voit aussi dans l'éducation nationale comment l'éducation nationale peine à recruter des enseignants, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros malaise en ce moment sur notre territoire. Alors, il y a peut-être des solutions politiques nationales, certainement. Et puis, dernier point, je voulais souligner aussi la défaillance de la pédopsychiatrie. Il y a clairement aussi un glissement de tâches des enfants qui nous sont confiés, qui ne devraient pas être dans nos services, qui ne devraient pas, qui relèvent d'un autre dispositif, plus lié à la pédopsychiatrie, effectivement. Donc là aussi, c'est compliqué, parce que ça veut dire que pour accueillir ces enfants, il faut être formé, il faut peut-être aussi avoir des structures spécialisées. Donc voilà, mais c'est un ensemble, et c'est vrai que la mission, elle a soulevé beaucoup de je dirais, elle a relevé en tout cas beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes sur lesquels on doit travailler. Et puis toutes ces recommandations, ben, effectivement, nous les suivrons. Et c'est le but aussi, hein, que les recommandations ne restent pas comme ça des paroles en l'air. Je pense que oui, Madame Tripet et puis Baptiste Chapuis, donc 2 membres de la mission. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Après l'intervention d'Hélène, je voulais effectivement rajouter que pour notre part, les 51 recommandations qui ont été faites suite à cette mission, et même si elles ont été placées en 3 priorités, il conviendrait qu'elles soient toutes suivies des faits. Ceci parce que ce qui nous anime avant tout, ce sont les droits de l'enfant, et qu'il faudra bien qu'effectivement il y ait des recrutements en termes de personnel, qu'il y ait du matériel fourni. Quand je parle de matériel, c'est simplement parce que lors de cette mission, quand on apprend que des enfants ont pu être laissés dans des familles maltraitantes parce qu'il n'y avait pas de siège auto pour venir les chercher ou des réhausseurs, pardonnez-moi, mais ça m'a heurté. Il faudra aussi faire des efforts au niveau de la santé, vous l'avez signalé, Monsieur le Président, et puis aussi travailler et continuer à travailler en étroite collaboration avec les services de justice. Vous l'avez signalé, et à juste titre, il y a eu 30% effectivement de hausse dans enfin de ce qui a été octroyé par notre département pour les services de l'ASE, mais c'est 30% de retard qu'il y avait dans nos services. Donc, je voulais le dire, cette mission, elle est là pour pour montrer du doigt ce qu'il ne va pas, montrer ce qu'il va et ce qu'il convient de faire, ceci afin de ne pas rajouter de la violence suite au manque ou dysfonctionnement de nos différents services. J'en veux pour preuve, par exemple, le témoignage de cette jeune femme qui, sortant de l'ASE, nous a confié que pour elle, à 18 ans, simplement être sortie comme cela, même pourtant une jeune femme qui poursuit des études et qui n'avait pas particulièrement de grosses difficultés par rapport à d'autres, a vécu ça comme un nouvel abandon. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'on mette le point là-dessus. C'est important. Il en est de même pour le dispositif Paris. Je pense qu'il faut que ce dispositif soit la référence pour tous les jeunes qui sortent de l'ASE, qu'aucun de nos jeunes ne sorte avec une sortie sèche. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur les 51 recommandations. Je pense qu'il faut que chacun et chacune dans cette Assemblée prenne connaissance de tout le travail qui a été effectué. Je voulais remercier Madame Galzin parce que vraiment, je dois le dire, ce travail a été effectué, mais alors dans une atmosphère très sereine. Voilà, sans censure aucune, de quelque part que ce soit, d'où que ce soit. Et vraiment, ça a été d'abord une surprise, non, mais en tout cas, un travail agréable à faire, même s'il y avait des auditions qui étaient dures à entendre, je le dis. Il y a celle de cette jeune femme, mais il y en a d'autres. Et prenez connaissance du rapport. Je voulais dire que pour notre Assemblée, c'est en tout cas un défi qui nous attend et que nous devons relever, sans oublier le recrutement des personnels qualifiés.
Enfin, la prochaine mission sera celle sur le non-recours au droit, parce qu'effectivement, la stratégie taquée, c'est de dire que jusqu'à 21 ans, il va falloir faire un suivi et que le pari pourrait prendre ce défi jusqu'à ses 21 ans. N'empêche qu'entre 21 ans et 25 ans, nos jeunes sont des hors droit commun s'ils n'arrivent pas à travailler et s'ils n'ont pas le droit au RSA. Donc je pense que cette mission devra être sur le non-recours au droit, sur la précarité des plus jeunes, des 18-25 ans. J'espère que d'ici qu'il y aura cette mission, nous aurons déjà des premiers retours et suivis réguliers de ce qui sera suivi des faits, en tout cas pour cette mission. Et en tout cas, pour nous, c'est une volonté que nous demandons. Nous souhaitons qu'il y ait un suivi régulier. Alors peut-être pas de 6 mois parce que ça risque d'être un peu important, mais au moins une fois par an, un suivi avec des retours sur tous les effets de cette mission et ce qui a été mis en place, ce qui reste à mettre en place et comment nous allons le faire. Merci. Bien, merci. Baptiste Chapuis. C'est accroché. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques petits mots, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les propos introductifs. C'est vrai que ce rapport s'inscrit dans un contexte particulier, à la fois départemental et national, une situation de la protection de l'enfance en crise, avec, vous l'avez évoqué, la question de places insuffisantes pour accueillir en structure, en famille d'accueil, des placements judiciaires non effectués, un désaveu, enfin une crise d'attractivité dans les métiers, un turnover dans les équipes. On l'a vu aussi avec la crise sanitaire et les professionnels nous l'ont rappelé, une augmentation des violences intrafamiliales suite à la crise, suite au confinement. Et donc on est dans une situation vraiment d'urgence dans le terme de la protection de l'enfance. Les syndicats, mais tous les professionnels qui nous ont alertés sur cette question de manière très forte. Et de se dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain constat d'échec d'une partie de la protection de l'enfance, de ne pas pouvoir accueillir tous les enfants, et aussi de voir des jeunes quitter les dispositifs sans être accompagnés. On le redit souvent, mais c'est une triste fatalité de se dire qu'aujourd'hui, un SDF sur 2 est un jeune qui est issu de l'ASE. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, on a une responsabilité toute particulière pour pouvoir travailler sur ces sorties dispositifs. Une petite parenthèse également, malheureusement, c'est un sujet qui a très peu occupé les débats présidentiels et législatifs, et on aurait pu attendre peut-être un positionnement de ce sujet de manière un peu plus forte. Et donc on en arrive à ce rapport. Moi, je m'associe vraiment à tout ce qui a été dit sur la qualité du travail, la qualité d'écoute, la qualité des auditions, des intervenants, la qualité du travail des services et la qualité d'animation de Madame Galzin pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir s'exprimer complètement librement, et toutes les paroles étaient entendues et prises en compte dans ce rapport. Alors moi, je voulais vraiment m'associer à ça également. Comme je le dis, voilà, remercier aussi tous ceux qui sont venus et qui se sont exprimés. Pour certains, c'était pas forcément très facile, et ils l'ont fait et très bien fait, et vraiment je trouvais que c'était d'une très grande qualité, et le rapport qui est rendu est d'une très grande qualité. Donc sur sa rédaction, ce qui nous animait dans la rédaction et dans le travail qui a été fait, dans les auditions et dans les visites, c'était la question des droits des enfants, et comment aujourd'hui le département pouvait améliorer, retravailler et repenser son action dans ce domaine-là. Alors je vais prendre quelques éléments, mais ça a déjà pu être évoqué, donc je la balayerai très rapidement. La question des sorties sèches, enfin je l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée de pouvoir généraliser ou au moins universaliser le dispositif du pari, qui est pour moi une chose vraiment indispensable. La question des lieux de vie, vous l'avez dit, avec les questions des petites structures, mais également des plus grandes, parce qu'on avait évoqué aussi l'idée de pouvoir créer des villages d'enfants, en tout cas 2 dans le département du Loiret. Ne pas oublier les structures existantes, ce qui a déjà été mis en place et qui doit être aussi accéléré sur la rénovation de la maison de l'enfance, sur notamment le quartier Madeleine, avec voilà un rythme peut-être de calendrier de travaux peut-être à accélérer, parce qu'on l'a vu dans le PPI, la question du pôle ado qui est plutôt sur 2024, et on avait plutôt évoqué l'idée de pouvoir le faire en phase sur 2023. Enfin voilà, on a besoin de restructurer la maison de l'enfance. Tous les professionnels le disent, c'est un constat assez difficile à voir quand on l'a visité, de voir dans la situation dans laquelle se trouvent un certain nombre d'enfants. Il y a des restructurations qui ont déjà commencé. Et vous l'avez dit,
nos professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ils ont besoin d'une vraie reconnaissance. On a besoin de leur réaffirmer notre confiance, le fait qu'ils soient vraiment des acteurs indispensables et qu'ils font un travail titanesque au quotidien et que ceux qui sont là aujourd'hui travaillent pratiquement 2 fois plus parce que justement avec ces problèmes de recrutement, on sait qu'on évoque ces problèmes de recrutement, mais ça a un impact considérable sur leur vie quotidienne dans les différentes structures. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut, on l'a dit dans la commission et on voit des éléments dans ce rapport de vraiment de revalorisation et de reconnaissance de tous ces professionnels. Et enfin, pour conclure, c'est vrai que ce rapport, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte, c'est 51 préconisations qui nous permettent de nous projeter sur les prochaines années. On a parlé de la situation financière qui était plutôt, alors je dirais pas confortable, mais positive, et que je pense qu'une partie de cette assise financière doit être mobilisée et mobilisée encore plus fortement. C'est clair qu'il y a une prise de conscience depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas auparavant, sur la protection de l'enfance. Je pense qu'il faut qu'elle puisse être amplifiée. Et enfin, mon dernier mot, je faisais une allusion tout à l'heure aux élections législatives. Il y a aussi des préconisations nationales, et je pense qu'en effet, on l'avait évoqué en conclusion de nos travaux, je pense que ce rapport, est accompagné d'un courrier, devrait être transmis à nos députés une fois qu'ils seront élus dimanche prochain. On a 3 préconisations qui les concernent très directement, sur les conventions collectives notamment, sur la question de la surcharge du travail sur les juges pour les enfants et la question des bourses d'études. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, moi j'attendrai nos parlementaires du Loiret qui puissent se saisir de ces questions-là. Merci. Tout à fait, effectivement. Je pense qu'on peut on pourra les saisir en tout cas une fois qu'ils seront élus. Donc, par rapport à la MDE, des travaux, on a engagé un programme de travaux ambitieux depuis déjà des années. Et là, il y a encore des travaux qui commencent normalement fin juin, qui se termineront en 2023, me rappelait Hervé. Donc, là aussi, si on fait c'est pas une question financière, mais c'est déjà, quand on a travaillé sur la MDE, on a associé toutes les équipes, ils vous l'ont peut-être dit, mais l'idée c'était de co-construire avec eux, c'est-à-dire quels étaient pour eux les travaux urgents, donc ce qu'on a fait, puis ensuite qu'est-ce qu'on peut faire encore en plus, et c'est ce qui va commencer là dès la fin du mois de juin, donc peut-être début juillet, la première phase sera une autre phase de travaux. Donc voilà, mais après je pense qu'il faut pas tout concentrer sur Orléans. Bon, on a cette antenne à Montargis, je l'ai dit, qui va se développer et s'amplifier. Peut-être qu'on aura encore des opportunités d'agrandir encore un petit peu Montargis. Et puis, comme vous l'avez dit, les villages d'enfants. Donc, il y en a un sur le secteur de Châteauneuf-sur-Loire, Florence, et puis probablement un autre aussi à définir. Bon, le lieu n'est pas parfaitement défini, mais peut-être plus à l'ouest de la métropole. Et voilà, là, on est sur un dispositif d'accueil à taille humaine, avec, vous avez dû visiter aussi, je pense, le village d'enfants d'Amilly. Je pense qu'on sent une certaine sérénité. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi pour le développement de l'enfant. Donc, moi, c'est plus cette voie-là que j'ai envie d'explorer. Alors, c'est vrai que les grosses structures, type Institution Sereine, elles ont leur place aussi. Mais quand on rentre dans la cour, ouais, on est impressionné parce que c'est vraiment l'ancien orphelinat. Et je ne pense pas que ça soit un modèle qui puisse encore durer très, très longtemps. Mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. Bon, on les utilise. Mais voilà, et là aussi, c'est un peu comme pour les personnes âgées. On est à un carrefour, dans une orientation qui sera nouvelle. Et vous savez que l'ADN, en tout cas de cette majorité, mais je pense que vous partagez, c'est plutôt de revenir à des petites structures, à la finesse du territoire, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux. Bien, écoutez, je ne sais pas si les collègues ont des commentaires à faire sur les remarques. Ah, il y a Florence Gaz. Oh, bah oui, mais... oh mince, c'est vrai. Florence, à toi. Ouais, mais je sais, c'est pas facile. Non, je voulais simplement dire 2 choses. Je vais dans le sens de Monsieur Chapuis, de bien être conscient qu'il y a quand même 3 recommandations qui concernent les services de l'État. Alors oui, on pourra l'envoyer aux parlementaires, mais il y a une recommandation majeure qui concerne notamment les conventions 66 et 51 qui doivent, à mon avis, être revues. Redire simplement que effectivement on regrette quand même la non-réponse de l'éducation nationale parce que ça a été quand même c'est un enjeu majeur pour nous et je pense qu'on pourra aussi prolonger les travaux dans le cadre de la commission A, peut-être avec une rencontre avec l'éducation nationale sur ce sujet. Vous dire dans le cadre du suivi, puisque vous êtes nombreux à avoir dit que vous souhaitiez que ce soit suivi, et c'est normal, mais je rappelle aussi que la mission a priorisé les recommandations, donc on essaiera aussi d'aller dans le cadre de cette priorisation.
parce que ça nous donnera effectivement également une feuille de route là-dessus. Et juste parce que tout à l'heure, Madame Tripet a parlé de sièges auto, juste pour vous dire que ce n'est pas les services du département qui ne sont pas dotés de sièges auto, c'est les services nationaux et notamment la gendarmerie nationale. Donc, ça ne relève pas du département. Hein, c'est une problématique, les sièges auto, dans les brigades de gendarmerie quand les enfants sont transportés notamment à l'unité médico-judiciaire. Bon, voilà, juste pour faire cette petite précision. Et puis, vous dire, eh bien, écoutez, qu'effectivement, oui, la commission va s'attacher à mettre en œuvre ce projet. Et je crois, Marc, que j'ai pas... le dossier sous la main, mais le budget, c'est déjà 7,5 millions de crédits qui ont été mis cette année pour la protection de l'enfance, et notamment pour les petites unités de vie. Donc, c'est quand même une somme substantielle qu'on continuera bien sûr à suivre. Et puis, écoutez, on va s'attacher maintenant à faire le plus rapidement possible et de façon la plus engagée de mettre en place ces recommandations. Et encore une fois, merci à tous. Et tout ça est fait bien sûr dans le cadre que Christine Tellier a souvent rappelé du droit fondamental des enfants. Et je pense qu'on est tous enclins à faire au mieux pour respecter ces droits. Merci à tous. Voilà, enfin, M. Dumais me rappelait juste à l'instant que finalement c'est plus 40% depuis 2019, 40% de plus sur cette politique d'aide sociale à l'enfance, en considérant aussi que le nombre de mineurs non accompagnés a baissé de façon très importante. À une époque, nous consacrions, je crois que c'était 12 millions d'euros à cette politique d'accueil des mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on a baissé le nombre de mineurs non accompagnés a vraiment baissé de façon considérable. Donc, ça veut dire que les efforts sont d'autant plus importants sur ce dispositif ASE. Dire aussi que, quand même, nous avons initié 2 réunions par an, 2 réunions plénières par an avec les services de la justice. Donc, et ça aussi, c'était important parce que la justice nous alerte régulièrement sur nos dispositifs, sur notre façon d'accueillir ces enfants, l'enfance en danger. Donc, 2 réunions, on se parle en direct, quoi, à la fois élus et services. Mais je sais qu'entre services départementaux et services de la justice, il y a aussi des contacts qui sont permanents. Ça n'existait pas auparavant. On a commencé par une première réunion, puis on s'est dit, finalement, c'est pas mal de se parler en direct et de lever tous les problèmes qu'il peut y avoir, plutôt qu'il y ait des non-dits. Donc, ces réunions, maintenant, elles sont passées au nombre de 2 par an. Et moi, je m'en réjouis parce que c'est comme ça aussi qu'on avance le mieux. C'est lorsque chacun se parle et lève les problèmes. Pauline, oui. Moi, je veux bien prendre le relais sur les sorties sèches de l'ASE et effectivement le pari qui a été mis en place, qui a le mérite d'exister, et vous l'avez souligné. Derrière ça, il y a probablement une réflexion à mener sur tous ces jeunes, mais elle est aussi à mener avec l'État qui s'est engagé dans cette démarche du pari dans le cadre du plan pauvreté, qui voudrait le faire passer maintenant sur le plan taquet. Enfin bref, ça sent j'enlève les financements et vous vous débrouillez. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on implique l'État dans toute cette démarche. Bien. Oui, Aude Denisot. Je voulais juste rajouter un mot en termes de prévention. On est donc dans le cadre de l'aide sociale, bien sûr. Et donc, qui dit aide sociale dit lien social. Monsieur le Président, vous en parliez de l'importance des réunions, des contacts, de se voir, de se rencontrer. On est donc tous bien conscients que l'un des droits fondamentaux des enfants est de pouvoir dialoguer, communiquer avec ses pairs et avec ses parents, avec tous les gens qui l'entourent. Et donc, on a tous bien conscience dans la commission A qu'il y a un gros travail de prévention à faire au niveau de l'usage des écrans, que nous sommes dans une société du tout numérique qui se développe à très grande vitesse. C'est aussi un choix du gouvernement actuel. C'est un choix aussi dans l'éducation nationale de développer toutes ces techniques. Si nous voulons pouvoir accompagner correctement et en qualité les enfants qui sont accompagnés à l'ASE, mais dans tout le reste de notre société, en termes de prévention, il est essentiel que nous puissions travailler aux discussions, aux échanges, et que les adultes du monde actuel soient sereins pour le faire. On sait, avec le développement des neurosciences aujourd'hui, que l'usage
très important des outils numériques n'aboutit pas à la sérénité des personnes. Et donc, il y a un problème de santé publique qu'il faut qu'on soulève collectivement et même individuellement autour de nous. Je tenais à souligner que la commission de enfance, éducation, jeunesse a parfaitement conscience de tous ces sujets et est en train de travailler à pouvoir faire de la prévention de l'usage des écrans quelque chose de fort. Voilà. Tout à fait. Je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est vrai que la prévention, c'est un investissement sur l'avenir. Par rapport aux écrans et aux sollicitations, je crois avoir vu une étude qu'en moyenne, on est sollicité 6 fois par minute. Ça me paraît énorme. Enfin, donc, on regarde constamment son téléphone. Alors, nous, adultes, mais alors, les enfants, pareil, ils ont du mal à se concentrer parce qu'il y a toujours l'outil qui n'est pas loin. Qu'est-ce que disent les copains, que dit Facebook, que dit ceci, que dit cela. Mais c'est... En moyenne, 8 heures par jour sur en moyenne, 6 écrans de la famille, du foyer, et avec plusieurs milliers de fois où nous regardons nos écrans et où nous ne sommes donc pas disponibles pour nos enfants. Et voilà, cela suscite pas mal de souffrance dans les familles. Et donc voilà, la prévention se joue aussi ici de manière importante. Effectivement, ça fait partie aussi je ne vais pas dire de la maltraitance, bien que quand on a des parents qui, même on le voit d'ailleurs dans notre vie de tous les jours, quand on va au resto, parfois on a des parents qui sont... sur leurs écrans au resto, face à face, le gamin à côté, qui est aussi sur son téléphone portable, etc. Il n'y a plus de dialogue. C'est terrible, hein. Enfin, je pense qu'à un moment... mais le retour en arrière, je ne sais pas si c'est en arrière, la modification des comportements, ça sera certainement compliqué, mais il faut y croire, il faut batailler. Quand on diffuse une information déjà, on voit que certains adultes prennent conscience et réduisent. Mais il faut qu'on diffuse l'information. Christine Tellier. Oui, permettez-moi juste d'ajouter un petit mot, puisque les addictions ont été mon métier pendant près de 25 ans, donc je voudrais juste apporter 2 précisions. Les écrans, c'est une question et c'est un sujet, mais ce n'est certes pas les seuls comportements addictifs que nos enfants et nos jeunes peuvent avoir, donc il ne faut pas non plus qu'on ne s'y attache qu'à ça. Mais d'une manière globale, quand on veut agir en prévention, je pense qu'il faut d'abord avoir la connaissance scientifique validée, la plus récente que ce soit. Donc je pense que ce soit nos commissions aux uns et aux autres ou que ce soit dans la programmation par les services, il faut que les élus et les personnes qui sont en charge de ces questions puissent être formés ou puissent avoir un petit temps de réactiver, parce que beaucoup de choses passent dans les médias et sur les réseaux sociaux alarmistes qui ne sont pas toujours justifiées. Donc même si pour autant il faut prendre les choses à bras le corps et sérieusement. Donc il faut quand même avoir une bonne remise à niveau des connaissances validées scientifiquement et pas de rapports des uns et des autres sous couvert de science qui ne serait pas tout à fait exact. Ensuite, l'autre chose, c'est que l'élément essentiel dans la prévention, quels que soient les problèmes de comportement, addictifs ou autres, c'est les compétences psychosociales des enfants. Et donc, le gros paquet à mettre, c'est comment donner aux parents et aux enfants des compétences psychosociales qui vont leur permettre de résoudre des problématiques, d'être en relation, de dialoguer, de communiquer, d'être dans l'expression. Et que si l'on travaille sur les compétences psychosociales, on aura de fait une influence et de l'efficacité sur tous les comportements à risque des enfants et des adolescents et sur la qualité des relations parentales. Donc voilà, donc je veux simplement dire ça, il y a un vrai projet à avoir. Évidemment que la prévention est un investissement essentiel pour l'avenir en termes social, en termes psychosocial, mais aussi en termes économiques, bien entendu, ce sera efficace. Après, il faut vraiment prendre le temps de travailler, d'avoir des séminaires, de savoir où on va et quel choix on fait. Voilà. Bien, merci pour ce débat. Y a-t-il d'autres interventions sur la mission? Oui, Marie-Agnès. Ah, bon, ça, je sais pas. Je vais démonter le truc.
Donc moi, il y a quelque chose qui me choque profondément, effectivement, vous en doutez bien, c'est la non-réponse de l'Éducation nationale. Je trouve ça tout à fait scandaleux et ça me met en colère. Ça me met en colère d'autant plus que la détection des maltraitances, la détection des difficultés, les projets individualisés, les liens avec les associations, au niveau des addictions et autres, ça se fait à l'école et ça se fait de façon intensive. C'est pas en mettant un inspecteur spécialisé prévention, ça doit exister à tous les niveaux d'éducation nationale. Par contre, c'est peut-être un peu le gros problème de cette institution, de travailler trop en interne, parce que eux, ils les connaissent, ces assistants familiaux, obligatoirement. On sait comment faire, on le fait et à 80% les gens le font. Et voilà, on n'arrive pas à communiquer, ça me désole. Mais il faut absolument arriver à établir ce lien parce que c'est aussi là une connaissance fine, profonde des enfants qui ont quand même 6 heures dans la journée, quoi. Et des parents qui le voient. Merci. Bien, merci. Merci à toi. Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin pour cette mission, pour ce rapport. En tout cas, il vous a été présenté pour information. Je suis très satisfait qu'il y ait eu ces échanges et surtout très heureux qu'il y ait eu ce climat serein dans cette mission. C'est vrai que c'était la première fois, nous avons expérimenté, donc oui, je vois certaines mines réjouies, effectivement. Bon, ça a été un gros travail, tout le monde l'a dit, un très gros travail, réalisé en un temps record, mais il y a une qualité dans la rédaction qui est remarquable. Et puis voilà, Florence a été remerciée, je m'associe à tous ces remerciements pour Florence, qui a vraiment beaucoup donné de temps et d'énergie. Voilà, écoutez, on ne va pas commencer à examiner notre rapport, parce que je vous rappelle, vers 12h30 à la Bretonnerie, vers 12h30, 12h35, 40, même si vous voulez, pour l'accueil de nos confréries. Et ensuite, nous reprendrons les travaux à 14h30. Voilà, merci à vous. Et puis rendez-vous à 14h30 ou à la Bretonnerie déjà pour l'accueil des confréries.